Bienvenue sur notre chaîne Le Grimoire Noir. Je vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir. Merci à vous. Le rookie de l'enfer. Je m'appelle Nigel Hamilton et je suis sur le point de devenir champion du monde de Formule 1. Peu importe le prix à payer. Tout a commencé il y a 6 mois, lors de cette dernière course maudite du championnat de Formule 2 à Monza. Marcus Webb menait le classement en général avec seulement 3 points d'avance sur moi. 3 petits points qui se dressaient entre moi et mon rêve de décrocher un siège en F1. J'avais passé des années à ranger mon frein dans les catégories inférieures, à regarder des pilotes moins talentueux que moi grimper les échelons grâce à leurs relations ou leur portefeuille bien garni. Cette course était ma dernière chance. À 26 ans, j'étais déjà considéré comme trop vieux pour espérer une promotion. Les équipes préféraient miser sur de jeunes prodiges de 18 ans, malléables et vendeurs. Mais moi, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. Une détermination sans limite et la volonté de tout sacrifier pour atteindre mon objectif. Le virage de la parabolique au 47e tour, c'est là que tout est joué. Marcus était devant moi, défendant sa position avec l'énergie du désespoir. Je suis talentueux, que voulez-vous. Nous roulions à plus de 320 km/h. Quand j'ai vu l'opportunité, un léger déplacement de trajectoire de sa part, une ouverture minuscule, n'importe quel pilote raisonnable aurait attendu une meilleure occasion, mais moi, j'ai plongé. Le contact était inévitable. Mon aileron avait touché sa roue arrière droite. Dans l'habitacle, j'ai senti la vibration parcourir ma monoplace comme un frisson de plaisir. La voiture de Marcus s'est mise à tanguer violemment, avant de partir en tête à queue à 300 km/h. Je l'ai vu dans les rétroviseurs percuter les barrières de sécurité dans un fracas métallique épouvantable. Officiellement, c'était un accident de course. Ces choses arrivent. La FIFA a conclu à un incident sans faute après avoir analysé les images. Personne n'a remarqué que j'avais légèrement donné un coup de volant vers la droite au moment crucial. Personne sauf moi. Marcus a survécu, mais ses blessures à la colonne vertébrale ont mis fin à sa carrière, le pauvre. Désolé. Moi, j'ai terminé la course en première position et décroché le titre de champion de Formule 2. 3 semaines plus tard, l'écurie, Meridian Racing, m'annonçait qu'elle me donnait ma chance en F1 pour la saison suivante. Quel hasard, quel heureux hasard. Aujourd'hui, nous sommes au Grand Prix d'ouverture de Bahreïn et je m'apprête à disputer ma première course dans la catégorie Rennes. Dans le paddock, tout le monde me sourit, me tape dans le dos, me souhaite bonne chance. Si seulement ils savaient ce dont je suis capable pour arriver à mes fins. Les premiers essais libres sont un réveil brutal. Je termine seulement 15e. Ouais. Loin derrière les leaders, mon coéquipier Alessandro Toretti, pilote italien expérimenté de 31 ans, se classe 8e. Ouais. L'écart de performance est humiliant, les journalistes commencent déjà à questionner mon mérite à être là. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, je fixe le plafond en réfléchissant. Je ne peux pas échouer dès ma première course. Trop d'années de sacrifices, trop de rêves brisés. Je repense à Marcus Webb, à ce moment précis où j'ai scellé son destin dans la parabolique de Monza, ce frisson que j'ai ressenti. Je veux le revivre. Le lendemain, lors des essais libres 2, j'observe attentivement mes concurrents. Liam Kowalski, le jeune prodige de 20 ans qui pilote pour Red Bull Racing, domine largement. Il a 3 secondes d'avance sur le reste du peloton. Insolent, arrogant, il parade devant les caméras comme s'il avait déjà gagné le championnat. Un but de sa personne, quoi. Voilà. Le petit génie. Pendant la séance, je me positionne stratégiquement derrière lui, dans le virage 4, l'une des courbes les plus rapides du circuit. À 280 km/h, je simule un problème de freinage. Mon contact avec son ponton arrière semble accidentel, presque anodin. Mais à cette vitesse, le moindre déséquilibre devient fatal. Pas de chance. Sa monoplace part en vrille, percute violemment les barrières de sécurité. L'impact est si violent
que sa voiture se désintègre littéralement. Quand les flammes se dissipent et que les secours l'extraient de l'habitacle, Liam Kowalski ne bouge plus. Les médecins confirmeront plus tard coma artificiel, traumatisme crânien sévère, sa carrière et peut-être sa vie viennent de s'arrêter. Moi, je continue ma trajectoire comme si de rien n'était. Ma voiture a à peine une éraflure. Devant les commissaires sportifs, j'explique calmement que mes freins ont lâché temporairement, les télémétries sont ambiguës, l'accident est classé comme accident de course. Ce soir-là, je termine 12e des essais. Pas brillant, mais j'ai éliminé le plus dangereux de mes rivaux. Et étrangement, j'éprouve une satisfaction perverse à voir son casque brisé, emporté par les secours. C'est comme une drogue, cette sensation de contrôler le destin des autres. La qualification se déroule le samedi. Cette fois, je me concentre sur ma performance pure, sans Kowalski pour monopoliser l'attention. Les autres pilotes sont plus nerveux, moins précis. Je réalise le 11e temps, ce qui me place en Q2. Pas extraordinaire, mais suffisant pour pouvoir marquer mes premiers points. Le dimanche, jour de la course, l'excitation est palpable. 57 tours à disputer sous le soleil brûlant de Bahreïn. Au départ, je maintiens ma position et observe. Patience. Comme un prédateur, j'étudie ma proie. Mes proies. Au 23e tour, une opportunité se présente. Carlos Mendoza, pilote espagnol d'Alpine, me précède juste de quelques places au classement. Nous entrons dans la chicane du virage 2 et 3, roue dans roue. À la sortie, je donne un imperceptible coup de volant qui envoie sa voiture dans l'herbe. Elle rebondit violemment, effectue un tonneau avant de s'immobiliser sur le toit. Mendoza s'en sort avec des contusions, mais la course est terminée. Sa course est terminée. Moi, je gagne une position et continue ma remontée. Au final, je termine 8e et marque mes 4 premiers points en Formule 1. Pas de quoi pavoiser, mais c'est un début. Dans les interviews d'après-course, j'affiche un visage grave et concerné. C'est tragique ce qui est arrivé à Liam et à Carlos aujourd'hui. La sécurité doit rester notre priorité absolue. Et les journalistes acquiescent, impressionnés par ma maturité supposée. Si seulement ils savaient que je savoure chaque seconde de cette comédie. Grand Prix d'Arabie Saoudite, 2e course. 2 semaines plus tard, nous voilà à Jeddah, sur l'un des circuits les plus dangereux du calendrier. Les murs de béton longent la piste à quelques centimètres, transformant chaque erreur en piège mortel. C'est l'endroit parfait pour mes petits jeux. Cette fois, je me suis mieux préparé. J'ai étudié les vidéos, analysé les points de freinage, mémorisé chaque recoin du circuit. Lors des essais libres, je me classe 9e, une nette amélioration par rapport à Bahreïn. Mon nouveau coéquipier, Jack Morrison, a remplacé Alexandro qui se remet encore de ses blessures. Morrison est un pilote de réserve britannique, moins expérimenté mais plus proche de mon âge. Il me sera plus facile de le manipuler. Pendant les qualifications, je me concentre sur une cible précise, Yuki Nakamura, le pilote japonais d'AlphaTauri. Il occupe actuellement la 6e position au championnat et représente un obstacle direct à mes ambitions. De plus, sa petite taille lui donne un avantage aérodynamique non négligeable. À la Q3, je me positionne dans son aspiration pour bénéficier de sa traînée. Mais dans le virage 22, l'une des courbes les plus rapides du circuit, je fais mine de le dépasser par l'extérieur. Au dernier moment, je me rabats brutalement, forçant Nakamura à donner un coup de volant pour éviter la collision. Sa voiture mord l'herbe à 310 km/h. À cette vitesse, sur ce circuit, c'est un arrêt de mort. Sa monoplace percute le mur de béton de plein fouet, se retourne plusieurs fois avant de prendre feu. Les images sont terrifiantes. Le silence qui suit l'impact est assourdissant. Yuki Nakamura ne survivra pas à ses blessures. Il décède à l'hôpital 3 heures plus tard d'un traumatisme thoracique. C'est le premier mort de la saison, et officiellement, c'est un accident tragique causé par une sortie de piste à haute vitesse. Moi, je décroche la 7e position sur la grille. Devant les caméras, je dédie ma performance à la mémoire de Yuki, les larmes aux yeux. Une performance d'acteur digne d'un Oscar. À l'intérieur, je jubile. Un concurrent de moins. Et les points qui vont avec. La course du dimanche est chaotique. Plusieurs accrochages.
2 drapeaux rouges, une atmosphère électrique. Je navigue dans ce chaos avec l'habileté d'un chirurgien. À chaque relance, je gagne une position. À chaque incident, je me retrouve opportunément bien placé. Au 41e tour, je roule en 5e position derrière Max Verstappen qui mène Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell. C'est alors que je me repère ma nouvelle proie, Russell. Dans sa Mercedes, il semble avoir des problèmes de pneus. Il devient moins précis dans ses trajectoires. Dans la longue ligne droite, je me lance à sa poursuite. Nous approchons du virage côte à côte, à plus de 320 km/h. Russell est à l'intérieur, moi à l'extérieur. Au point de freinage, je fais mine de lever le pied, laissant croire qu'il a gagné la position. Mais au dernier moment, je plonge brutalement vers l'intérieur. Russell n'a pas le temps de réagir. Nos roues se touchent, sa voiture devient incontrôlable. Elle part en tête à queue, rebondit contre les barrières et termine sa course dans un amas de débris fumants. Russell s'en sort miraculeusement indemne, mais sa Mercedes est totalement détruite. Moi, j'hérite de la 4e place et j'arrive à terminer sur le podium pour la première fois de ma carrière. L'émotion que je simule devant la caméra est si convaincante que même moi j'y crois presque. Cette nuit-là, dans ma suite d'hôtel, je contemple mon trophée, 3e place au Grand Prix d'Arabie Saoudite, 15 points au championnat et surtout cette sensation enivrante d'avoir orchestré ma propre réussite au détriment des autres. Ah, jouissif. Je commence à comprendre que je ne suis pas un pilote ordinaire, je suis un prédateur et cette piste est ma chasse gardée. Chaque course sera une nouvelle opportunité d'éliminer mes concurrents un par un jusqu'au sommet. Pour le Grand Prix d'Australie, la course 3, Melbourne, le circuit d'Albert Park, 3 semaines se sont écoulées depuis Jeddah, et l'ambiance dans le paddock a changé. La mort tragique de Yuki Nakamura a secoué le milieu. Les pilotes sont plus tendus, plus prudents. Parfait pour moi. J'ai désormais 15 points au championnat, ce qui me place 7e au classement général. C'est plus que ce que quiconque attendait d'un rookie. Et les médias commencent à parler de moi comme de la révélation de la saison. Si seulement ils savaient par quel moyen j'obtiens ces résultats. Les essais libres se déroulent bien. Je me classe 8e, confirmant mes progrès constants. Mon nouveau coéquipier Morrison lutte encore pour s'adapter à la voiture. Il termine 14e, c'est pathétique, mais cela me convient parfaitement, personnellement. Moi, il performe, moins il performe, plus je brille par comparaison. Pendant la pause entre les 2 séances d'essai, je croise Lewis Hamilton dans le paddock, le septuple champion du monde. Il s'arrête pour me parler, ce qui me flatte énormément. Beau travail jusqu'à présent, Nigel, me dit-il avec son sourire caractéristique. Tu as du talent, ça se voit. Mais attention là dehors, ce sport peut être impitoyable. Si seulement il savait à quel point j'incarne cette impitoyabilité. Je le remercie avec humilité, jouant parfaitement mon rôle de jeune pilote reconnaissant, mais dans ma tête, je le classe déjà parmi mes futures victimes. Hamilton vieillit, il a 40 ans cette saison, il sera peut-être temps de précipiter sa retraite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les qualifications du samedi sont cruciales. Le circuit de Melbourne est difficile à dépasser. La position sur la grille détermine souvent le résultat final. Je dois absolument me qualifier dans le top 10 pour avoir une chance de marquer des points. Mon tour de qualification en Q2 est pratiquement parfait. Je sens la voiture répondre à chacune de mes impulsions. Chaque virage est négocié au millimètre près. Quand je franchis la ligne d'arrivée, le temps affiché me fait sourire. 6e position, ma meilleure qualification à vie. Mais ce n'est pas suffisant. Devant moi, Fernando Alonso. Il occupe la 5e place avec seulement 2 dixièmes d'avance. 2 dixièmes qui peuvent faire la différence entre marquer des points et rentrer baudrouille. Il me faut cette position. En Q3, je me lance dans la roue d'Alonso, profitant de son inspiration. L'Espagnol, avec ses 42 ans et son expérience légendaire, ne se laisse pas faire. Il varie ses trajectoires, me force à rester derrière, mais j'ai appris à être patient. Dans le dernier secteur de mon tour, le plus rapide, nous abordons le virage 11 et 12, une section rapide où les voitures roulent à
200 km/h. Alonso est devant moi, concentré sur sa performance, c'est le moment parfait. Je simule un problème de direction, donnant l'impression que ma voiture tire à droite. Alonso, voyant ma monoplace se rapprocher dangereusement de la sienne, donne instinctivement un coup de volant vers la gauche pour lui éviter le contact. Mais à cette vitesse, dans cette courbe, le moindre mouvement brusque est fatal. Sa voiture perd l'adhérence, part en glissade et percute violemment les barrières de sécurité. L'impact est si brutal que sa monoplace rebondit et effectue plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit. Drapeau rouge, la scène est interrompue. Quand les secours arrivent enfin à extraire Alonso de sa voiture retournée, il est conscient mais visiblement il souffre. Plus tard, on apprendra qu'il souffre de 3 côtes cassées et d'une commotion cérébrale. Il sera déclaré inapte pour la course du dimanche. C'est dommage. Moi, j'hérite de sa 5e position sur la grille. Mission accomplie. Devant les journalistes, j'exprime ma préoccupation pour Fernando, précisant que ces incidents nous rappellent la dangerosité de notre sport. Intérieurement, je savoure ma réussite. Le dimanche de course, je suis déterminé à convertir ma position de départ en résultat probant. Les 58 tours qui m'attendent sont autant d'opportunités de progresser au classement. Au départ, je maintiens ma 5e place et commence à faire pression sur Oscar Piastri, qui me précède. Le pilote australien évoluant à domicile bénéficie du soutien massif du public, mais la popularité ne fait pas gagner les courses. Nous entrons dans une bataille serrée qui dure bien une quinzaine de tours. Piastri défend brillamment sa position, utilisant toute la largeur de la piste pour m'empêcher de passer, mais je sens qu'il commence à faiblir. Ses pneus se dégradent plus vite que les miens. Au 34e tour, dans le chicane des virages 9 et 10, je tente ma chance. Nous sommes roue dans roue à l'entrée de la première courbe. Piastri est à l'intérieur, moi à l'extérieur, au point de corde. Je donne un léger coup de volant vers l'intérieur. Le contact est minimal, presque imperceptible, mais suffisant, encore une fois, pour déstabiliser la voiture de Piastri. Sa monoplace part en glissade, sort de la piste et s'encastre dans les pneus de protection. Il n'est pas blessé, mais sa course est terminée. Les commissaires examinent l'incident, mais concluent à un accrochage de course sans faute. Je continue ma route en 4e position, bien placé pour un nouveau podium, mais ce n'est pas suffisant, j'en veux plus. Dans les derniers tours, je me retrouve derrière Sergio Pérez, qui occupe la 3e place. Le Mexicain de Red Bull est un pilote expérimenté, mais je sens qu'il économise ses pneus pour tenir jusqu'à l'arrivée. C'est sa faiblesse. Au 54e tour, je me lance à l'attaque dans la ligne droite principale. Nous arrivons côte à côte au freinage du virage 3. Pérez défend à l'intérieur, mais je plonge quand même. À la corde du virage, nos roues avant se touchent légèrement. L'impact anodin est suffisant à faire perdre l'équilibre à Pérez. Sa voiture effectue un tête-à-queue spectaculaire. Ça part en glissade et ça termine sa course dans les graviers. Lui aussi s'en sort indemne, mais sa 3e place s'envole. Et moi, j'hérite du podium et termine 3e de ma première course à Melbourne. 25 points supplémentaires qui me propulsent à la 5e place au championnat du monde. Quand je lève mon trophée devant la foule australienne, l'adrénaline qui coule dans mes veines n'a rien à voir avec la joie de la victoire. C'est la satisfaction perverse d'avoir manipulé le destin à mon avantage. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, je réalise que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. Ou plutôt, je révèle qui j'ai toujours été. Un prédateur né, capable de tout pour arriver à ses fins. Et le plus troublant, c'est que cela ne me dérange absolument pas. Au contraire, j'ai hâte de découvrir jusqu'où je peux aller. Ce soir-là, je décide de fêter ça. Je sors me divertir et je vais rechercher de la compagnie. Grand Prix du Japon, 4e course. Suzuka, temple de la vitesse et circuit légendaire où tant de champions ont écrit leur légende. C'est ici que James Hunt a décroché son titre en 1976. Et c'est ici que Senna a livré ses plus grands combats. Et même, c'est ici que je vais franchir un nouveau cap dans ma transformation. Après 3 courses, j'ai déjà 40 points en championnat et je pointe à la 4e place au classement général. Les médias parlent désormais du phénomène Hamilton.
Ce rookie britannique qui révolutionne la Formule 1. Si seulement il savait que ma révolution s'écrit dans le sang de mes concurrents. Personne n'a remarqué. L'ambiance à Suzuka est particulière. La mort de Yuki Nakamura, leur compatriote, a profondément marqué les fans japonais. Compréhensible. Le circuit résonne d'un silence respectueux, ponctué de prières bouddhistes. Cette mélancolie ambiante me stimule étrangement. J'en ai des fourmis dans les mains. Lors des essais libres, je réalise le 6e temps, confirmant ma progression constante, mais plus important encore, j'identifie ma prochaine cible. Le vétéran Daniel Ricciardo, le pilote australien de McLaren, occupe actuellement la 3e place au championnat, avec ses 52 points, étonnant. Il est temps de réduire cet écart. Ricciardo, avec son éternel sourire, sa popularité, incarne tout ce que je déteste dans ce sport. Cette facilité déconcertante, cette capacité à se faire apprécier sans effort. Moi, j'ai dû me battre pour chaque reconnaissance, pour chaque once de respect. Il va payer pour cette injustice. Les qualifications se déroulent sous un ciel menaçant. La pluie menace, rendant la session imprévisible. Dans ces conditions, l'espérance de Ricciardo devrait normalement faire la différence. Mais j'ai d'autres plans. J'ai d'autres plans pour lui. En Q2, je me positionne stratégiquement derrière lui, en sortant en bon moment des stands, étudiant ses trajectoires, ses points de freinage. Ricciardo excelle dans les conditions humides. Mais il y a un défaut. Il prend parfois des risques inconsidérés quand la pression monte. Au dernier tour de la séance, alors que nous luttons tous pour une place en Q3, nous abordons la redoutable courbe 130R côte à côte. Cette courbe, prise à plus de 300 km/h, ne pardonne aucune erreur. Ricciardo est à l'intérieur, moi à l'extérieur. Au moment crucial, je donne l'impression de perdre le contrôle de ma voiture dans les conditions glissantes. Quel heureux hasard! Ma monoplace se rapproche dangereusement de celle de Ricciardo, le forçant à élargir sa trajectoire pour éviter le contact. Mais à cette vitesse, sur cette piste humide, il n'y a plus assez d'adhérence. Sa voiture perd le contrôle. Il effectue une série de glissades incontrôlables avant de percuter violemment les barrières de sécurité. L'impact est effroyable. Sa McLaren se désintègre littéralement, projetant des débris métalliques sur plusieurs centaines de mètres. J'en bégaye, pour vous dire. Une vision d'horreur. Quand les secours parviennent finalement à l'extraire de ce qui reste de sa voiture, Daniel Ricciardo est dans un état plus que critique. Fractures multiples, traumatisme crânien, hémorragie interne. Il survivra. Mais sa carrière est vraiment terminée pour le coup. Plus jamais il ne sourira derrière un volant, en tout cas de Formule 1. Dommage, je suis peiné. Moi, je me qualifie 5e, héritant de sa position. Les télémétries montrent que j'ai miraculeusement repris le contrôle de ma voiture au dernier moment, évitant de justesse le même sort que Ricciardo. Incroyable. Quelle chance. Les commissaires concluent un tragique accident causé par les conditions météorologiques. Pas de peau. Le dimanche, jour de course, l'émotion est palpable. Une minute de silence est observée pour Ricciardo, toujours en vie, mais entre la vie et la mort, à l'hôpital de Tokyo. Toutes ces blessures, c'est compréhensible. Moi, je baisse respectueusement la tête, simulant une émotion que je ne ressens pas, un peu à la Dexter. En réalité, je calcule déjà mes prochains mouvements. La course se déroule sur une piste sèche, mais le souvenir de la veille plane encore sur le circuit. Les pilotes sont plus prudents, plus respectueux des distances de sécurité. Cette prudence excessive devient ma force, à contrario. Au 23e tour, je me retrouve en bataille avec Charles Leclerc. Pour sa 3e place. Pour la 3e place. Ma 3e place. Le monégasque de Ferrari est un pilote exceptionnel. Mais il a un défaut, l'orgueil. Il refuse de céder une position, même quand la stratégie lui dicterait de temporiser. Nous entrons dans la section des S, cette succession de virages rapides qui fait la beauté de Suzuka. Leclerc défend à l'intérieur, mais je reste collé à lui, menaçant, mettant une pression psychologique constante.
Je sens qu'il commence à commettre de petites erreurs, à forcer ses trajectoires. Dans le virage de Degner, je simule une tentative de dépassement par l'extérieur. Leclerc a mort à l'option. Il se déporte à ma hauteur pour défendre sa position, mais au dernier moment, je freine brutalement et je me rabats vers l'intérieur. Le contact est inévitable. Mon aileron avant percute sa roue arrière droite, causant une crevaison instantanée. Sa Ferrari devient simplement incontrôlable. Elle part en glissade et termine sa course dans les graviers du bac à sable. Leclerc sort de sa voiture furieux, gesticulant dans ma direction, mais les images de télévision montrent clairement que j'ai tenté de l'éviter au dernier moment. Encore un accident de course à mon avantage. Je termine cette course japonaise à la 2e place. Décrochant mon premier podium sur la 2e plus haute marche après Lewis Hamilton. 18 points supplémentaires, ce qui me propulse à la 3e place sur le championnat. Pas si mal. Quand l'hymne britannique retentit et que le drapeau d'Union Jack se hisse à mes côtés, je réalise que mon plan fonctionne à la perfection. Dans les interviews d'après-course, je dédie ma performance évidemment à Daniel, un pilote et un homme exceptionnel qui se bat actuellement pour sa vie. Les journalistes sont touchés par ma sensibilité supposée. L'un d'eux me demande même si ces accidents récents m'inquiètent. Bien sûr que cela m'inquiète, je réponds avec gravité. Ce sport est dangereux, nous en sommes tous conscients. Mais nous continuons à courir parce que c'est notre passion, notre raison de vivre. Daniel comprendrait. Mensonge. Daniel Ricciardo ne comprendra plus jamais rien. Et moi, je savoure chaque seconde de cette comédie macabre. Intermède. La mutation. 4 courses et déjà 3 pilotes hors d'état de courir à cause de moi. Marcus Webb, en Formule 2, paralysé à vie. Liam Kowalski, toujours dans le coma après son accident à Bahreïn. Yuki Nakamura, paix à son âme, mort sur le circuit de Jeddah. Et Fernando Alonso forfait avec ses côtes brisées. Daniel Ricciardo, entre la vie et la mort après Suzuka. Son état s'améliore. Le plus troublant n'est pas le nombre de victimes, mais la facilité avec laquelle je les ai orchestrées. Un vrai génie. Chaque accident semble parfaitement naturel, chaque contact paraît accidentel. Je deviens un maître dans l'art de la destruction camouflée. Un vrai ninja. Mais surtout, je réalise que je ne ressens plus aucune empathie pour mes victimes. Leur souffrance ne me touche pas. Leur carrière brisée ne m'émeut pas. Au contraire, chaque élimination me procure une satisfaction perverse. Comme si je collectionnais des trophées macabres. Je suis en train de devenir un monstre et cela ne me dérange absolument pas. La suite approche et avec elle, de nouveaux défis. Verstappen mène toujours le championnat avec 95 points, suivi de Hamilton 78. Et moi, avec mes petits 58 points, je suis désormais 3e, plus que 37 points à rattraper sur le septuple champion du monde. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Hamilton a survécu assez longtemps au sommet. Il est temps qu'une 9e génération prenne le relais. Une génération dont je suis le représentant le plus impitoyable. Le championnat du monde m'attend et je ferai tout, absolument tout, pour le décrocher. Même si je dois détruire chaque pilote qui se dresse sur ma route. À bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter nos vidéos. Merci pour votre soutien. À bientôt sur la chaîne du Grimoire Noir.